La lumière du matin à Valbelle a toujours eu quelque chose de spécial. En filtrant à travers les fins rideaux de ma cuisine, elle créait des motifs complexes sur le papier peint délavé, que j'étudiais en sirotant mon thé matinal. 53 ans dans la même maison, ce n'est pas rien. Chaque fissure au plafond, chaque latte de parquet qui craque avait une histoire. Autrefois, ces murs résonnaient des rires d'enfants. Mais aujourd'hui, ma maison de la rue des Érables était plongée dans un silence que seul le tic-tac d'une vieille horloge murale, héritée de ma mère, venait briser. Je m'appelle Amélie Legrand. J'ai 67 ans et je vis seule depuis 8 ans, depuis que mon Georges est parti d'une crise cardiaque. 35 ans de mariage, 2 enfants, 4 petits-enfants et une vieille maison en héritage. Georges disait toujours, « Amélie, ton franc-parler te causera des ennuis un jour. » Je suppose qu'il avait raison. Je ne suis pas du genre à mâcher mes mots face à la bêtise ou à l'injustice. C'est peut-être pour cela que mes relations avec mes enfants sont si compliquées. Jacques, mon aîné, a 45 ans. Il est routier longue distance et passe plus de temps sur la route qu'à la maison. C'est un Legrand typique. Peu de mots, travailleur, avec les mêmes rides parentales au coin des yeux quand il sourit. Il ne me contredit pas ouvertement. Il se contente de garder ses distances, comme s'il craignait ma désapprobation. Ou plus probablement, comme s'il avait peur de devoir choisir entre moi et sa sœur. Jennifer, en revanche, est plus complexe. 39 ans, elle travaille comme administratrice dans une entreprise de BTP, toujours maquillée et arborant ses longs faux ongles qu'elle tapote constamment sur l'écran de son téléphone. Depuis son enfance, Jennifer a voulu ne pas être comme les autres dans ce « trou paumé ». Par « trou paumé », elle entend Valbelle, la ville où elle est née et a grandi, la ville qui a payé ses études supérieures grâce à une bourse municipale. Je finis mon thé et jetai un coup d'œil à l'horloge. Il était 9 heures, un samedi matin, une heure où les gens de mon âge gardent habituellement leurs petits-enfants ou participent à des activités pour retraités. Et moi, j'allais travailler à la bibliothèque municipale, 4 jours par semaine, 4 heures par jour. Pas grand-chose, mais assez pour ne pas devenir folle de solitude et pour compléter ma retraite. J'enregistrais les livres, les rangeais et, à l'occasion, je recommandais des classiques à des adolescents qui ne venaient que pour le Wi-Fi gratuit. 30 ans à enseigner la littérature au lycée de Valbelle n'avaient pas été vains. Je pouvais encore intéresser des jeunes à un bon livre s'ils m'en laissaient l'occasion. « Madame Legrand, vous êtes rayonnante aujourd'hui », me dit Marthe, une bibliothécaire avec 50 ans de métier et mon amie de longue date. « Allons, Marthe. Nous savons toutes les deux qu'à notre âge, être rayonnante signifie simplement se réveiller sans nouvelle douleur. » Je souris en accrochant mon sac usé au dossier d'une chaise. « Ne soyez pas modeste. Vous êtes superbe pour votre âge. Pour votre âge. » Cette phrase me suivait partout. Bien conservée pour votre âge. Active pour votre âge. Comme si l'âge était une sorte de maladie dont je combattais les symptômes avec succès. La journée à la bibliothèque s'étira lentement. C'était un samedi pluvieux et il y avait peu de visiteurs. Je réussis à ranger tous les livres, à mettre de l'ordre dans le catalogue et même à aider Marthe à dresser une liste des nouveautés. Mon téléphone vibra dans ma poche au début de la 3e heure. « Maman, il faut qu'on parle. Je passe chez toi à 17 heures. C'est important. Jennifer. » Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu ». Pas même une question pour savoir si j'étais à la maison. Typique de Jennifer. Je soupirai et rangeai mon téléphone. La dernière fois qu'elle avait voulu « parler », c'était pour vendre ma maison et m'installer dans une « maison de retraite décente où tu seras plus à l'aise, maman ». Je doutais que la conversation d'aujourd'hui soit plus agréable. Après le travail, je m'arrêtai à l'épicerie et achetai de quoi prendre le thé, même si je doutais que Jennifer reste plus de 15 minutes. Elle était toujours pressée, comme si ma compagnie était un lourd fardeau. À la maison, je pris une douche et enfilai un chemisier et un pantalon propre. Non pas que je veuille impressionner ma fille. Je ne voulais juste pas lui donner une raison de critiquer à nouveau mon style. À 17 heures précises, la sonnette retentit. La ponctualité est le seul trait que Jennifer a hérité de son père. J'ouvris la porte et vis ma fille sur le seuil, une expression inhabituellement excitée sur le visage. « Entre », dis-je en m'écartant pour la laisser passer. « Mon Dieu, maman, tu n'as toujours pas remplacé ces horribles rideaux », fut la première chose qu'elle dit en entrant dans le salon. « Bonjour, ma chérie. » « Oui, je vais bien, merci de demander. » Je ne pus résister au sarcasme. Jennifer leva les yeux au ciel, mais ne dit rien. Elle alla dans la cuisine et s'assit à la table, posant son sac de créateur à côté d'elle.
Un thé, proposai-je. Tu as du thé vert? Sans sucre. J'ai seulement du thé noir avec du sucre ou de l'eau. De l'eau, s'il te plaît. Je lui versai un verre d'eau et m'assis en face d'elle, attendant qu'elle daigne expliquer la raison de sa visite. Maman, j'ai une nouvelle. Jennifer marqua une pause, comme pour un effet dramatique. Je vais me marier. Je clignai des yeux, essayant d'assimiler l'information. Jennifer ne s'était jamais mariée, bien qu'elle ait eu quelques relations sérieuses. Depuis 2 ans, elle sortait avec un homme que je n'avais vu qu'à quelques reprises lors des dîners de famille. Thomas, je crois que c'était son nom. Grand, avec une calvitie naissante et un sourire suffisant. Félicitations, dis-je finalement. Thomas t'a demandé en mariage. Oui, hier soir. Nous avons fait une escapade romantique sur la Côte d'Azur. Il m'a offert la bague pendant un dîner au coucher du soleil. C'était tellement magique. Elle tendit sa main gauche, exhibant une bague ornée d'un gros diamant, trop gros à mon goût. Ostentatoire, comme Thomas lui-même. Elle est magnifique, hochai-je la tête. Le mariage est pour quand? Dans 2 mois. Fin septembre. On a décidé de ne pas attendre. 2 mois? Mais c'est si rapide. Vous aurez le temps de tout préparer? Jennifer pinça les lèvres. En fait, maman, c'est de ça que je voulais te parler. Thomas et moi, on veut un beau mariage. Pas une fête de campagne, mais une vraie célébration. Au domaine du Chêne Doré. Je sifflai. Le domaine du Chêne Doré était le lieu de mariage le plus cher du département. Un endroit prisé des familles aisées de la région parisienne. Ma chérie, un endroit comme ça coûte une fortune. Thomas gagne si bien sa vie? Jennifer se tortilla sur sa chaise. Thomas est chef des ventes dans une concession automobile. Il gagne bien sa vie, mais... Elle hésita. Tu vois, nous voulons commencer notre vie de famille du bon pied, sans dette. Et on prévoit d'acheter une maison l'année prochaine. Je commençais à voir où elle voulait en venir. Et tu es venue me demander de l'argent. Dit comme ça, c'est si brutal, maman, grimaça Jennifer. Je pensais que tu serais heureuse d'aider ta fille unique pour son mariage. Quand dit Thomas? Ça ne le dérange pas de prendre l'argent de ta mère retraitée? Thomas est un homme très pragmatique. Il a dit qu'un mariage est une affaire de famille et qu'il n'y a aucune honte à ce que les parents aident pour les frais. Les parents du marié vont t'aider aussi. Jennifer détourna le regard. Thomas a une relation compliquée avec ses parents. Ils vivent sur la Côte d'Azur et ne viendront probablement pas au mariage. Quelque chose clochait dans cette histoire, mais je n'insistais pas. À la place, je demandai, « Combien veux-tu, Jennifer ?» 20 000 €, lâcha-t-elle. Ça couvrira le lieu, le traiteur et quelques autres dépenses. Thomas et moi, on paiera le reste. Je sentis mon souffle se couper. 20 000 €. Presque toutes mes économies, que j'avais mises de côté pour les coups durs. Et peut-être pour ce voyage dont j'avais toujours rêvé. C'est une somme énorme, Jennifer. Je sais, maman, mais vois ça comme un investissement dans mon bonheur. Et puis, de toute façon, tu n'as pas besoin de cet argent. Tu vis seule, ta maison est payée, et ta retraite avec ton petit boulot à la bibliothèque te suffisent. Pas besoin. Comme si elle savait mieux que moi ce dont j'avais besoin ou non. Et pour l'organisation, demandai-je, essayant de changer de sujet. 2 mois, c'est très court. Je voulais t'en parler aussi. Jennifer esquissa un sourire. Tu as toujours été douée pour organiser des événements. Tu te souviens comment tu montais les pièces de théâtre de l'école? Et le mariage de Jacques était super. Tout le monde l'a dit. Tu veux que je vous aide pour les préparatifs? Pas seulement aider. Je veux que tu t'en occupes complètement. Je n'ai pas le temps. Le travail, le sport, les sorties entre amis. Toi, tu es à la retraite. Tu as tout ton temps. Je sentis l'irritation monter en moi. Ma fille me demandait de lui donner toutes mes économies et de passer 2 mois à organiser son mariage parce qu'elle n'avait pas le temps. Et elle le disait comme si elle me faisait une faveur. Et si je dis non, demandai-je, connaissant déjà la réponse. Le visage de Jennifer se crispa. Maman, ne commence pas. Tu es toujours comme ça. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle et tu transformes tout en conflit. J'ai juste demandé. Si tu refuses, Thomas et moi, on fera un crédit. On commencera notre vie de couple endetté. Et bien sûr, le mariage sera plus modeste.
On devra peut-être renoncer au domaine et faire la réception dans un restaurant quelconque. Mais c'est ton choix, maman. Manipulation pure. Je me reconnaissais dans ma fille. La même ténacité, le même entêtement. Sauf qu'il ne me serait jamais venu à l'idée de réclamer de telles sommes à mes parents. Je me levai et allai à la fenêtre, regardant mon petit jardin qui devenait un peu plus en friche chaque année. Georges le tenait toujours en parfait état. Georges, que dirait-il maintenant? Probablement la même chose qu'il disait toujours. Amélie, ce sont nos enfants. On doit les soutenir, même si on n'est pas d'accord avec leurs décisions. D'accord, dis-je en me tournant vers Jennifer. Je te donnerai l'argent et je vous aiderai à organiser. Son visage s'illumina et, un instant, je revis la petite fille qui s'émerveillait de mes cadeaux d'anniversaire faits maison. Merci, maman. Tu ne le regretteras pas. Ce sera le plus beau mariage que Val-Belle ait jamais vu. Mais j'ai une condition, ajoutai-je. Je veux mieux connaître Thomas avant le mariage. Invitez-le à dîner la semaine prochaine. L'enthousiasme de Jennifer s'estompa légèrement. Tu sais, il a un emploi du temps chargé. Il travaille beaucoup. C'est ma condition, Jennifer. Je suis sur le point de donner toutes mes économies à un homme que je n'ai vu que 2 fois. J'ai le droit de mieux le connaître. Jennifer hocha la tête à contre-cœur. D'accord, je vais lui en parler et je te dirai le jour. Elle finit son eau, prit son sac et se leva. Je dois y aller. Thomas et moi, on dîne avec des amis ce soir. Je t'enverrai une liste de tout ce que tu dois faire. Bien sûr, dis-je en la raccompagnant à la porte. Au moment de partir, elle se retourna et me fit une étreinte maladroite. Merci, maman. Je le pense vraiment. Ça compte beaucoup pour moi. Je la regardai monter dans sa voiture neuve et s'éloigner, emportant avec elle mes projets d'une vieillesse paisible. 20 000 €, toutes mes économies pour un homme qui n'avait même pas pris la peine de venir me parler lui-même. De retour dans la maison, je sortis de mon bureau une vieille enveloppe contenant mes relevés de compte. Il y avait 22 340 €. Le fruit de décennies d'économies et de petits boulots. L'argent que j'avais gardé pour un voyage en Italie dont Georges et moi avions toujours rêvé. L'argent pour les réparations du toit qui commençait à fuir. L'argent pour les frais médicaux, qui, je le savais, ne feraient qu'augmenter avec l'âge. Et maintenant, tout cela allait partir pour une fête dans un domaine de luxe afin que Jennifer puisse frimer devant ses amis et collègues. Mais c'était ma fille unique. Et si cela la rendait heureuse, n'était-ce pas ce que tous les parents veulent pour leurs enfants? Je soupirai et remis l'enveloppe dans le tiroir. Quelque chose me disait que Thomas n'était pas celui qu'il prétendait être. Quelque chose dans son sourire, dans sa façon d'éviter mon regard quand nous nous étions rencontrés. Mais peut-être que je devenais juste une vieille femme méfiante, comme le disait souvent Jennifer. J'étais sur le point de me coucher quand le téléphone sonna. C'était Jacques. Salut, maman. Jennifer m'a dit qu'elle était passée aujourd'hui. Oui, elle m'a annoncé la bonne nouvelle. Et tu as accepté? Avais-je le choix, soupirai-je. Tu connais ta sœur. Si j'avais dit non, elle ne m'aurait plus parlé pour le restant de ses jours. Tu n'es pas obligée de lui donner tout ton argent, maman. Je sais, mais c'est son mariage. C'est un jour spécial. Et ce Thomas, c'est un type bien. La voix de Jacques semblait inquiète. Je ne sais pas. Elle l'invite à dîner la semaine prochaine. On verra bien. Je peux venir si tu veux, pour te soutenir. Ne t'en fais pas, mon fils. Tu as ta propre vie, tes propres soucis. Je m'en sortirai. Après avoir parlé à Jacques, je n'arrivais pas à dormir. Quelque chose me tracassait. Mon intuition, à laquelle je me fiais toujours, me murmurait que tout n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Que Thomas cachait quelque chose. Que j'avais fait une erreur en acceptant si facilement. Mais ce qui était fait était fait. J'avais donné ma parole, et maintenant je devais organiser le plus beau mariage que Val-Belle ait jamais vu, quitte à sacrifier mon propre avenir. J'espérais juste ne pas regretter ma décision. Les jours suivants se transformèrent en un véritable marathon. En un rien de temps, mon salon fut inondé de magazines de mariage, d'échantillons de faire-part et de listes interminables. Jennifer m'envoya les coordonnées du responsable du domaine du Chêne Doré, du fleuriste, du traiteur et d'une douzaine d'autres personnes que je devais contacter, tout de suite, maman, où ils seront pris. J'avais l'impression d'être revenue 30 ans en arrière, à organiser les fêtes de l'école. Sauf que cette fois, l'enjeu était plus élevé.
20 000 de mes euros et le bonheur de ma fille unique. Mercredi matin, j'appelai le domaine. Une voix féminine agréable m'informa que le dernier samedi de septembre était libre, par chance. Une réservation a été annulée hier. Le prix de la location de la salle pour une soirée me fit siffler. 6 000 euros, et c'était sans la nourriture et les boissons. Pardon, demanda la jeune femme. Excusez-moi, je suis juste surprise par le coup. C'est impressionnant. Le domaine du Chêne Doré est un lieu de prestige. Nous organisons les mariages des familles les plus influentes de la région. L'été dernier, nous avons même eu le petit-fils du sénateur Dubois. Je pouvais presque l'entendre ajouter mentalement. Et vous, qui êtes-vous? Bien sûr, je comprends. Nous réservons la date. Faut-il un acompte? 30% du montant total. Vous préférez payer par carte ou par virement bancaire? 1 heure plus tard, j'étais assise à ma banque, effectuant un virement de 1 800 euros. L'employée, une jeune femme aux cheveux roses vifs, haussa les sourcils en voyant le montant. Un gros achat, demanda-t-elle. Le mariage de ma fille, répondis-je. Oh, c'est merveilleux. Vous devez être si heureuse. Je souris avec raideur. Étais-je heureuse? Plutôt confuse et légèrement angoissée. Mais je n'avais pas envie d'en parler à une inconnue. Ensuite sur ma liste, un rendez-vous avec un fleuriste. Jennifer avait insisté pour un salon branché en banlieue, où selon elle, il faisait des compositions vraiment stylées, pas des bouquets de campagne. Le salon s'avéra être un minuscule studio au décor minimaliste et au prix qui me donnèrent le tournis. Pour un mariage de 150 personnes au domaine, je recommanderais un budget d'au moins 4 000 euros, dit la propriétaire du salon en parcourant mes notes. Centre de table, arche pour la cérémonie, bouquet de la mariée, boutonnière. Tout doit être assorti. J'avalai ma salive. 4 000 euros pour des fleurs qui se faneraient en une journée. Y a-t-il des options plus économiques? La fleuriste pinça les lèvres comme si je venais de suggérer quelque chose d'indécent. Bien sûr, on peut s'en sortir pour 3 000, mais il faudra faire des sacrifices. Peut-être utiliser plus de verdure et moins de fleurs exotiques. Je hochai la tête, prenant des notes dans mon carnet. En sortant de la boutique, mon téléphone sonna. C'était Jennifer. Alors, tu es allée chez le fleuriste? Demanda-t-elle en guise de bonjour. Oui, je viens de sortir. Elle propose un budget de 3 000 à 4 000 euros. 3 ou 4? La voix de ma fille semblait déçue. Maman, j'ai vu les photos du mariage de Charlotte Martin. Elle avait des compositions florales incroyables de cette boutique. Ça a dû coûter au moins 5 000. Jennifer, nous devons respecter notre budget. 20 000 euros, ce n'est pas une somme infinie. Je pensais que tu voulais que mon mariage soit spécial. Chantage affectif, la bonne vieille tactique de Jennifer depuis son adolescence. Je le veux, mais 3 000 euros pour des fleurs, c'est déjà un luxe, ma chérie. Bon, d'accord, dit-elle à contre-cœur. Mais l'arche doit être somptueuse, et pas de surplus de verdure. Je ne veux pas que ça fasse cheap. Le soir, j'avais la tête qui explosait à cause du nombre d'appels, de réunions et de chiffres que je devais garder en tête. Je me fis une tasse de thé fort et m'assis à la table de la cuisine, étalant toutes mes notes et listes devant moi. Jusqu'à présent, j'avais réservé le domaine, pris des dispositions avec la fleuriste et prévu une réunion avec le traiteur pour le lendemain. Il restait à trouver un photographe, un DJ, commander le gâteau, envoyer les faire-part, penser à la décoration. La liste semblait sans fin. Et puis, il y avait le dîner avec Thomas, vendredi. Il fallait que j'achète des provisions et que je cuisine quelque chose d'impressionnant, mais pas trop sophistiqué. Je devais faire bonne impression sur mon futur gendre, qui semblait me prendre pour une pecnaude. Le vendredi arriva trop vite. Je passai la matinée à choisir une tenue. Je voulais avoir l'air respectable, mais pas démodé. Je me décidai pour un tailleur-pantalon bleu marine que j'avais porté à l'enterrement d'une amie l'année dernière. Pas le choix le plus joyeux, mais le seul que Jennifer n'avait pas qualifié de « mémère ». À 15 heures, j'allais au marché pour faire les courses. Je décidai de faire des entrecôtes. Les hommes apprécient généralement un bon morceau de viande. Je ferai un gratin dauphinois, une salade et, bien sûr, du vin. Je n'étais pas sûre que Thomas apprécierait mes talents de cuisinière, mais au moins, je pourrais le nourrir convenablement. À 18 heures, tout était prêt. La table était mise, les entrecôtes marinaient et le gratin était au four.
J'avais même allumé quelques bougies, non pas pour le romantisme, bien sûr, mais pour créer une atmosphère agréable. À 18h30 précise, la sonnette retentit. Jennifer n'était jamais en retard, ce qui était l'une des rares qualités que j'appréciais chez elle. J'ouvris la porte et vis le couple sur le seuil. Jennifer était superbe dans une robe noire moulante, ses cheveux parfaitement coiffés. À côté d'elle se tenait Thomas, un grand homme avec une calvitie naissante et un sourire confiant. Il portait un costume d'apparence chère et une montre dont même moi, bien éloignée du monde du luxe, pouvais dire qu'elle n'était pas bon marché. « Bonsoir, Madame Legrand », dit Thomas en tendant la main. Sa poignée de main était ferme mais quelque peu mécanique. « Ravi de vous rencontrer enfin. » De même, Thomas. « Entrez, le dîner est presque prêt. » Ils entrèrent dans la maison, et je remarquai que Thomas jetait un regard circulaire sur mon modeste salon, comme s'il évaluait la valeur de chaque objet. Je n'aimais pas ce regard. Un mélange de condescendance et de calcul. « Un verre de vin », proposai-je en les conduisant à la cuisine. « Avec plaisir », répondit Thomas, aidant Jennifer à s'asseoir à table. « Oh, je vois que vous avez bien fait les choses. » Son regard s'attarda sur la bouteille de vin rouge que j'avais achetée spécialement pour la soirée. Pas la plus chère, mais une bonne marque. Un Bordeaux, dit-il avec un léger sourire. Un choix intéressant. On me l'a conseillé au magasin, répondis-je en versant le vin dans les verres. Ils ont dit qu'il se mariait bien avec la viande. Pour sa gamme de prix, c'est correct, dit Thomas en prenant une gorgée. Bien que je préfère les vins de Bourgogne. Ils ont un bouquet plus raffiné. Jennifer le regarda avec adoration, comme s'il venait de prononcer la plus grande des sagesses. Thomas est un vrai connaisseur, dit-elle. Il a même fait un stage d'œnologie en Bourgogne. Impressionnant, dis-je en essayant de paraître sincère. Que faites-vous à part travailler dans la concession, Thomas? Oh, je suis un homme aux multiples talents, dit-il en se penchant en arrière sur sa chaise. J'investis en bourse et dans l'immobilier. Je prévois de monter ma propre entreprise dans les prochaines années. Quel genre d'entreprise? Je n'ai pas encore décidé. Peut-être quelque chose dans le conseil. L'important, c'est de voir grand et d'être prêt à prendre des risques. Je hochai la tête, me levant pour vérifier le gratin au four. Pour l'instant, Thomas me semblait être quelqu'un qui parlait beaucoup de ses ambitions, mais ne faisait pas grand-chose. Mais peut-être que j'étais injuste. Pendant le dîner, la conversation tourna principalement autour du mariage. Jennifer et Thomas avaient déjà une idée claire de ce à quoi ils devaient ressembler. « On veut quelque chose d'élégant et de chic », dit Jennifer alors que je lui servais la salade. « Pas de motifs champêtres ou de déco rustique. Tout doit être moderne et cher. Notre palette de couleurs est l'argent, le noir et le blanc, ajouta Thomas. Le classique ne se démode jamais. » Je prenais des notes, réalisant que ma vision du mariage de ma fille avec des fleurs fraîches, des couleurs chaudes et une ambiance chaleureuse, était complètement à l'opposé de la leur. « Comment avancent les préparatifs ?» demanda Thomas en coupant son entrecôte. « Jennifer a dit que vous aviez réservé le domaine. »« Oui, pour le dernier samedi de septembre. J'ai versé un acompte. Je rencontre le traiteur demain. »« Parfait. Et n'oubliez pas le bar. Je veux de l'alcool de première qualité. Pas du vin bas de gamme et de la bière. » Je réprimai un soupir. Une autre dépense qui menaçait de s'ajouter à une somme déjà conséquente. « Bien sûr, Thomas, je m'en occuperai. »« Et le photographe » intervint Jennifer. « Je t'ai envoyé les coordonnées de Michel Lenoir. C'est le meilleur de la région. Il a photographié le mariage de la fille du maire. Et par conséquent, le plus cher, fis-je remarquer. Maman, c'est un mariage. Le seul jour de sa vie où on ne peut pas être économe. Le seul jour qui va engloutir toutes mes économies, pensai-je, mais je le gardai pour moi. Après le dîner, Jennifer m'aida à débarrasser la table pendant que Thomas répondait à des « appels professionnels urgents » dans le salon. « Alors, qu'est-ce que tu penses de lui ?» me chuchota Jennifer en chargeant les assiettes dans le lave-vaisselle. « Il semble déterminé », répondis-je diplomatiquement. « Vraiment. » Ses yeux s'illuminèrent. « Il est incroyable, maman. Si intelligent, si brillant, et il me traite si bien. Pour notre premier anniversaire, il m'a offert un collier en diamant. » J'avais envie de demander d'où un vendeur de voitures sortait l'argent pour un collier en diamant, mais je me retins. À la place, je demandai « Et ses parents ?» Tu m'as dit qu'ils avaient une relation compliquée.
Ils ne viennent vraiment pas au mariage? Le visage de Jennifer s'assombrit légèrement. Non, ils ne viennent pas. Ils ne sont pas d'accord avec ses choix de carrière. Ils voulaient qu'il reprenne l'affaire familiale, un cabinet comptable ennuyeux sur la Côte d'Azur. Mais Thomas a toujours rêvé de plus grand. Intéressant. Si les parents de Thomas avaient un cabinet comptable, cela signifiait qu'ils étaient instruits et probablement aisés. Pourquoi leur fils travaillait-il comme chef des ventes dans une concession automobile au lieu d'un poste plus prestigieux? A-t-il des frères et sœurs? Un frère aîné. Je crois. Thomas n'aime pas parler de sa famille. C'est un sujet douloureux pour lui. Encore plus intéressant. Un homme qui ne parlait presque jamais à sa famille allait maintenant faire partie de la nôtre. La soirée se termina vers 21h. Thomas fut poli mais froid. Avant de partir, il me serra la main et dit « Merci pour le dîner, Madame Legrand. J'espère que tout se passera bien avec les préparatifs. Jennifer mérite le mariage parfait. Appelez-moi Amélie, proposai-je. Nous allons bientôt faire partie de la même famille, après tout. » Bien sûr, Amélie, sourit-il. Mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Quand ils furent partis, je restai longtemps dans la cuisine, réfléchissant à la soirée. Quelque chose chez Thomas me dérangeait. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Peut-être sa façon d'évaluer les choses, ou cette politesse superficielle qui semblait ne rien cacher, ou la manière dont il évitait les réponses directes sur son passé et sa famille. Mais peut-être que j'étais injuste. Peut-être que je ne voulais tout simplement pas donner ma fille à un inconnu. N'est-ce pas ce que ressentent toutes les mères? Les semaines suivantes se transformèrent en un tourbillon de réunions, d'appels téléphoniques et de listes sans fin. Je réservai un traiteur, encore 5000 €, commandai un gâteau, 800 € pour un chef-d'œuvre minimaliste avec des touches argentées, engagé un photographe, 3500 €, et un DJ, 1200 €. Chaque décision, chaque choix était accompagné de critiques et de corrections de la part de Jennifer et Thomas. Ils venaient rarement aux réunions avec les prestataires, trop occupés par le travail, mais trouvaient toujours le temps de critiquer mes décisions. « Maman, j'ai dit des chandeliers en argent, pas en cristal », s'indigna Jennifer au téléphone. « Mais le cristal réfléchira mieux la lumière », argumentai-je. « Je ne te demande pas ton avis, c'est mon mariage. De l'argent, un point c'est tout. » Des tartelettes au saumon? Sérieusement? C'était Thomas, en examinant le menu. Trop ennuyeux. Changez ça pour des canapés à la mousse de truffe. Ça ajoutera 300 € au budget des amuse-bouches, fis-je remarquer. Et alors, haussa-t-il les épaules. On est à ça près. Chaque fois que je mentionnais le budget, Jennifer ou Thomas me regardaient comme si j'essayais de gâcher leur journée spéciale avec ma mesquinerie. À un moment donné, j'arrêtai de discuter et fis simplement ce qu'ils voulaient, regardant mes économies fondre comme neige au soleil. 3 semaines avant le mariage, je réalisai que les 20 000 € initiaux ne suffiraient pas. Environ 18 000 avaient déjà été dépensés, et il restait encore des factures à payer pour la décoration, le transport, les cadeaux pour les invités et les petites dépenses qui, je le savais, surviendraient inévitablement à la dernière minute. Je décidai de retirer 3 000 € supplémentaires de mon plan d'épargne retraite. C'était déraisonnable, mais que pouvais-je faire d'autre? Annoncer à ma fille que nous étions à court d'argent? Elle ne me le pardonnerait jamais. Un jour, je me rendis au domaine du Chêne Doré pour discuter de la disposition des tables et de la décoration de la salle. Après la réunion avec le responsable, je décidai de déjeuner au restaurant du club, une petite récompense pour tout mon dur labeur. Le restaurant était élégant et à moitié vide à l'heure du déjeuner un jour de semaine. Je commandai un sandwich et un thé, savourant ce moment de calme. Puis, j'entendis une voix familière. Dans un coin reculé du restaurant, à une table près de la fenêtre, était assis Thomas. Il n'était pas seul. En face de lui se trouvait un homme de son âge, vêtu d'un costume cher. Il discutait de quelque chose avec animation. Je n'avais pas l'intention d'écouter aux portes, honnêtement, mais j'étais assez proche pour saisir des bribes de leur conversation, surtout quand Thomas haussait la voix. « Il suffit d'attendre l'héritage », dit Thomas en prenant une gorgée de son verre. « La vieille ne va pas faire long feu. Elle a eu des problèmes cardiaques l'année dernière. »« C'est combien ?» demanda son compagnon. D'après Jennifer, environ un demi-million. Une maison en banlieue parisienne, des comptes, des placements. Tout lui revient à la mort de sa tante. Et ta future femme est au courant de tes plans. Thomas sourit. Quel plan?
Je suis juste un fiancé aimant qui veut fonder une famille avec sa nièce chérie. Mais tu ne vas pas rester avec Jennifer pour toujours. Thomas baissa la voix, et je dus tendre l'oreille pour l'entendre. Bien sûr que non. 1 an, 2 tout au plus. On récupère l'héritage, on transfère l'argent sur un compte offshore, et je serai de nouveau un homme libre. Et Jennifer se retrouvera avec de bons souvenirs d'un court mariage avec l'amour de sa vie. Son compagnon rit. Tu as toujours été doué pour la planification, mon vieux. Et le mariage? Ça va coûter cher? Pas un centime de ma poche. Sa mère a mis toutes ses économies. 20 000 et plus. Typique de la petite prof de province qui pense faire une faveur à sa fille. Je sentis le sang me monter au visage. Petite prof de province. Toutes mes économies. Pas un centime de sa poche. Et si la mère se doute de quelque chose? Demanda l'ami de Thomas. Cette vieille, renifla Thomas. Elle est trop occupée à essayer de plaire à sa fille. Et puis, je me comporte de manière exemplaire. Un futur gendre poli et attentionné. Je suis même allé à un stupide dîner de famille et j'ai fait l'éloge de ses entrecôtes trop cuites. Ils rirent de nouveau, et je restais là, figé, une tasse de thé à la main, n'en croyant pas mes oreilles. Thomas non seulement n'aimait pas Jennifer, mais il prévoyait de la plumer et de la larguer après avoir reçu l'héritage de sa tante Éléonore, la sœur aînée de mon défunt mari. Éléonore avait 78 ans, pas d'enfant, et adorait Jennifer, sa seule nièce. Et le reste de la famille, continua de demander l'ami. Le frère de Jennifer, un routier quelconque. Il vit sa vie. A rarement des contacts avec la famille. Il ne pose pas de problème. Mon ami baissa la voix, et tout ce que j'entendis fut « 3e mariage ». Chut, le fit taire Thomas. Oui, techniquement le 3e, mais Jennifer n'est au courant ni du premier ni du 2e, et elle ne le saura jamais. Toute la paperasse est en ordre. 3e mariage. Thomas avait été marié 2 fois et Jennifer ne le savait pas. Je savais que je devais partir avant que quelqu'un ne me remarque. Après avoir payé mon déjeuner à moitié mangé, je me glissai discrètement hors du restaurant. Ma tête tournait à cause de ce que j'avais entendu. Thomas était un escroc, un coureur de dot qui prévoyait d'utiliser ma fille puis de la jeter. Et moi, j'allais dépenser mes dernières économies pour lui offrir le mariage parfait. Assise dans ma voiture sur le parking, j'essayais de rassembler mes esprits. Que devais-je faire? Le dire tout de suite à Jennifer? Mais me croirait-elle? Thomas était clairement doué pour charmer et manipuler les gens. Elle prendrait probablement son parti et déciderait que j'avais tout inventé par jalousie ou par désir de contrôler sa vie. Non, il me fallait des preuves. Des preuves solides et irréfutables que Thomas était un imposteur et un menteur. Et puis je me suis souvenu d'une information. Thomas Brun, le mariage. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le moteur de recherche. Thomas Brun mariage était trop vague. Thomas Brun divorce était pire. Il me fallait quelque chose de plus précis. Je me suis souvenu que l'ami de Thomas avait mentionné un 3e mariage. Et si Thomas avait opéré dans d'autres villes françaises? J'ai essayé Thomas Brun mariage Lyon. Après quelques minutes de recherche, je suis tombé sur un article vieux de 3 ans dans un journal local lyonnais. Catherine Dubois et Thomas Brun annoncent leurs fiançailles. L'article était accompagné d'une photo, et oui, c'était lui, mon futur gendre, enlaçant une belle blonde. Je fis une capture d'écran et continuai mes recherches. Je ne trouvais rien sur le mariage ou le divorce, mais c'était un début. Puis j'ai essayé de trouver quelque chose sur son premier mariage, mais en vain. Assise dans la voiture, je pris une décision. Je mènerais ma propre enquête. Je découvrirais tout ce que je pouvais sur Thomas Brun, son passé, ses finances, ses ex-femmes. Et si mes soupçons se confirmaient, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour arrêter ce mariage. Je ne laisserai pas un escroc briser le cœur de ma fille et voler son héritage, même si cela signifiait devenir détective à 67 ans. Rangeant mon téléphone dans mon sac, je démarrai la voiture. Un plan commençait à se former dans ma tête. D'abord, je devais trouver cette Catherine Dubois et lui parler. Ensuite, je vérifierais les registres publics des mariages et des divorces dans les régions où Thomas aurait pu vivre. Et, bien sûr, je parlerais à Éléonore, sans éveiller les soupçons. Ce ne serait pas facile, surtout que le mariage était dans moins de 3 semaines et que je devais encore l'organiser. Mais l'enjeu était trop élevé pour rester les bras croisés. Thomas Brun ne savait pas à qui il avait affaire. Il pensait que je n'étais qu'une petite prof de province. Mais il allait bientôt découvrir de quoi une mère en colère,
défendant sa fille, était capable. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai mené une double vie. Le jour, j'étais une mère attentionnée organisant le mariage parfait pour sa fille. Et la nuit, j'étais une détective privée fouillant dans le passé d'eux. Mon futur gendre. Le mariage approchait à une vitesse effrayante, et je n'avais toujours pas assez de preuves pour démasquer Thomas. La photo des fiançailles de Lyon était un bon début, mais ce n'était pas suffisant. Jennifer pourrait simplement dire que Thomas n'avait jamais caché ses relations passées et qu'il n'avait jamais été question de mariage. Il me fallait des documents, des témoignages, des faits irréfutables. Trouver Catherine Dubois s'avéra difficile. Il n'y avait pas de femme de ce nom dans l'annuaire de Lyon ni sur les réseaux sociaux. Peut-être avait-elle changé de nom de famille après le divorce ou avait-elle déménagé. Je passais plusieurs soirées à éplucher les registres publics des mariages et des divorces de la région, mais en vain. Mais j'eus de la chance avec une autre piste. L'un des anciens profils de réseaux sociaux de Thomas mentionnait Marseille. En étendant mes recherches à cette ville, je trouvai un article vieux de 5 ans dans un journal local. Thomas Gibrin et Elisabeth Royer se sont dit oui à l'église Saint-Féréol. Et il était là, sur la photo, avec la même calvitie naissante et le même sourire suffisant. Je fis une capture d'écran et continuai mes recherches. Cette fois, la chance me sourit. Elisabeth Royer-Brun était une utilisatrice active de Facebook et son profil était public. En parcourant sa page, je trouvai un post datant de 3 ans où elle se plaignait amèrement de son ex-mari qui a disparu en vidant notre compte joint. Aucun nom n'était mentionné, mais la date coïncidait avec la disparition de Thomas de Marseille et son apparition à Lyon. Une autre soirée fut consacrée à la recherche d'informations sur son premier mariage. J'élargis la période et la géographie de mes recherches et trouvai enfin ce que je cherchais. Un article vieux de 7 ans d'une petite ville de la Creuse. La jeune Rebecca Jean a épousé Thomas Brun, originaire de Lille. La photo n'était pas très nette, mais je pouvais jurer que c'était lui. Donc, Thomas avait été marié au moins 2 fois, et les 2 mariages s'étaient mal terminés. Mais il n'y avait toujours pas de preuve formelle que ces mariages n'avaient pas été légalement dissous avant ses fiançailles avec Jennifer. Je devais creuser plus profondément. 10 jours avant le mariage, j'étais épuisée. Listes interminables, appels aux prestataires, vérification des détails. Tout cela prenait beaucoup de temps et d'énergie. Et les recherches nocturnes sur Thomas me privaient de sommeil. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pas maintenant que j'étais si proche de la vérité. Ce jour-là, je venais de rentrer du fleuriste où j'avais finalisé les compositions florales pour le mariage, quand le téléphone sonna. C'était le numéro de Thomas. Étrange. Il ne m'appelait jamais directement, préférant communiquer par l'intermédiaire de Jennifer. « Allô » répondis-je, sentant un malaise étrange. « Amélie, c'est Thomas. » Sa voix semblait tendue. « On peut se parler 1 minute. »« Bien sûr, Thomas. Il s'est passé quelque chose ?»« Pas exactement. En fait, Jennifer et moi avons discuté de quelque chose et nous avons pris une décision. » Il marqua une pause. « C'est à propos du mariage. »« Vos plans ont changé. » Je me tendis. Avait-il découvert mon enquête ? « Nous avons revu la liste des invités, » dit lentement Thomas, choisissant ses mots avec soin. « Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il serait mieux pour tout le monde que la cérémonie et la réception soient plus intimes. »« Que veux-tu dire ? » ?»« Vous voyez, Amélie, nous avons décidé que votre présence au mariage est, comment dire, indésirable. » Je restai figé, incapable d'en croire mes oreilles. « Pardon. Quoi ? Ce n'est rien de personnel. Ne le prenez pas mal, » continua-t-il avec une fausse sympathie dans la voix. « C'est juste que Jennifer et moi voulons que ce jour soit parfait. Pas de tension, pas de drame familial. Et vous, eh bien, vous comprenez. » « Non, Thomas, je ne comprends pas. » Ma voix était glaciale. « S'il te plaît, explique-toi. » Il soupira, comme s'il parlait à une enfant lente. « Jennifer craint que vous ne soyez pas à votre place, que vous critiquiez ses choix, que vous posiez des questions gênantes aux invités, que vous ayez l'air déplacé. Elle se sentira mal à l'aise si vous venez. »« Pas à ma place ?» répétai-je, sentant une vague de colère monter en moi. J'ai dépensé toutes mes économies pour ce mariage. Je l'ai planifié pendant 2 mois, et maintenant tu me dis que je ne suis pas à ma place ? L'argent n'a rien à voir là-dedans, Amélie. Son ton devint condescendant. Jennifer et moi sommes reconnaissants de votre aide, bien sûr, mais le mariage est notre journée,
Et nous voulons la passer comme nous l'entendons. Jennifer est au courant que tu m'appelles pour ça, demandai-je, espérant encore que c'était une sorte de malentendu. Bien sûr, c'était son idée. Elle n'a simplement pas eu le courage de vous le dire elle-même. Elle avait peur que vous fassiez une scène. C'était un coup de poignard dans le dos. Ma propre fille, ma Jennifer. Je veux lui parler, dis-je en essayant de rester calme. Elle est au travail en ce moment et très occupée. Mais je lui dirai que vous voulez lui parler. Quoique, Amélie. Sa voix s'adoucit, comme s'il essayait de me réconforter. Peut-être devriez-vous simplement accepter, pour le bien de Jennifer. Vous voulez qu'elle soit heureuse, n'est-ce pas? N'ose pas me dire ce qui est le mieux pour ma fille, sifflai-je. Dis à Jennifer que j'attends son appel. Aujourd'hui. Je raccrochai sans attendre de réponse. Mes mains tremblaient de colère et de douleur. Comment avait-elle pu? Après tout ce que j'avais fait, après tout l'argent que j'avais dépensé, après toutes les nuits blanches passées à éplucher des listes et des plans. Jennifer n'appela que vers 20 heures ce soir-là. J'avais passé toute la journée dans un état second, essayant de comprendre ce qui s'était passé et de me calmer. Mais chaque fois que je pensais aux mots de Thomas, ma colère reprenait le dessus. Maman. Sa voix semblait incertaine. Thomas a dit que tu voulais parler. Oui. J'essayais de parler d'une voix égale. Il m'a dit que je n'étais pas invitée à ton mariage. C'est vrai. Jennifer soupira. Maman, ne commence pas. Je savais que tu réagirais comme ça. Comment, exactement? Comment une mère est-elle censée réagir quand on lui annonce qu'elle n'est pas invitée au mariage de sa propre fille? On veut juste que tout soit parfait, tu sais, sans complications. Et je suis une complication. Tu sais comment tu es. Toujours avec ton avis, toujours prête à critiquer. Tu n'as même pas aimé Thomas la première fois que tu l'as rencontré. J'ai vu la façon dont tu le regardais. Jennifer, je pris une profonde inspiration. J'ai dépensé 23 000 € pour ton mariage. Toutes mes économies. J'ai passé 2 mois à le planifier. Et maintenant, tu me dis que je ne peux même pas être là. Je sais, maman. Et je suis reconnaissante. Vraiment. Mais mon mariage, c'est ma journée. La mienne et celle de Thomas. Et nous avons le droit de décider qui sera là avec nous. Thomas t'a dit quelque chose sur moi? Demandai-je sans détour. Non, répondit-elle trop vite. Je veux dire, il a juste remarqué que tu agissais bizarrement ces derniers temps. Tu as posé beaucoup de questions sur son passé, sur sa famille. C'est gênant, maman. Donc, Thomas avait remarqué mon enquête. Il était plus malin que je ne le pensais. Je voulais juste mieux connaître l'homme que ma fille va épouser, dis-je. C'est naturel. Non, maman. Ce n'est pas naturel de fouiller dans son passé comme si c'était un criminel. La voix de Jennifer monta. Thomas est un homme bon. Il m'aime. Et toi? Tu es juste jalouse que j'ai trouvé le bonheur. Jalouse. Je n'en croyais pas mes oreilles. Jennifer, je suis ta mère. Je ne veux que le meilleur pour toi. Si tu voulais vraiment le meilleur pour moi, tu serais juste heureuse pour moi et tu n'essaierais pas de tout gâcher avec tes soupçons et tes critiques. Nous nous tûmes toutes les deux. Je sentais un fossé se creuser entre nous, un fossé qui pourrait être impossible à combler. Tu sais quoi, Jennifer, dis-je finalement. Fais ce que tu veux. C'est ta vie, ce sont tes décisions. Mais un jour, tu te rendras compte de qui se souciait vraiment de toi. Ne commence pas avec tes sous-entendus passifs-agressifs, lança-t-elle. Je suis une adulte et je sais ce que je fais. Tu ne seras pas sur la liste des invités. C'est définitif. Si tu veux te vexer et faire une scène, vas-y. Mais ne t'attends pas à ce que je te cours après. Je ne le ferai pas, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Passe un bon mariage, Jennifer. Je raccrochai et fondis en larmes. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je pleurais de manière incontrôlable, comme si quelque chose s'était brisé en moi. Ma fille, ma petite fille, que j'avais élevée, à qui j'avais lu des histoires pour s'endormir, à qui j'avais appris à faire du vélo. Maintenant, elle me tournait le dos pour un homme qui allait l'utiliser et la jeter. Après avoir pleuré pendant environ 1 heure, je me calmai enfin et décidai d'appeler Jacques. Peut-être que mon fils comprendrait ce que je traversais. Jacques répondit après quelques sonneries, et je pouvais entendre le bruit d'un moteur en arrière-plan. Il était au volant de son camion. « Maman, quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il, l'air inquiet. « Jacques,
Ta sœur vient de me dire que je ne suis pas invitée à son mariage, dis-je en essayant de paraître calme. Thomas m'a appelé ce matin et m'a dit que je ne serais pas à ma place. Merde, souffla Jacques. Je savais que quelque chose comme ça allait arriver. Jennifer m'a appelé hier et m'a demandé comment je réagirais si tu n'étais pas au mariage. Que as-tu dit? Je retins mon souffle. J'ai dit que c'était son mariage et qu'elle avait le droit d'inviter qui elle voulait, répondit-il après une pause. Mais que ce n'était pas juste envers toi, vu tout ce que tu as fait. Et elle a dit que la décision était finale, que Thomas insistait sur le fait que tu gâcherais leur journée avec ton mécontentement constant. Je fermai les yeux. Même Jacques ne m'avait pas défendu. Jacques, je dois te dire quelque chose sur Thomas, commençai-je. Je l'ai entendu parler à un ami. Il n'épouse Jennifer que pour l'héritage de tante Éléonore. Il prévoit de prendre l'argent et de disparaître. Et ce n'est pas son premier mariage. J'ai trouvé des informations sur 2 femmes précédentes qu'il a trompées de la même manière. Il y eut un silence au bout du fil. Puis Jacques soupira. Maman, tu es sûre que tu n'as pas inventé ça? Tu n'as pas mal interprété quelque chose que tu as entendu? Je suis sûre de ce que j'ai entendu, Jacques. Et j'ai des preuves de ces mariages précédents. Des photographies, des coupures de journaux. Mais tu n'as aucune preuve qu'il les a épousés pour de l'argent ou qu'il va tromper Jennifer, n'est-ce pas? La voix de Jacques semblait fatiguée. Je l'ai entendu le dire de mes propres oreilles. Maman, il marqua une pause. Je ne veux pas te blesser, mais tu n'as jamais approuvé les choix de Jennifer. Pas un seul de ses petits amis. Tu as toujours pensé qu'il n'était pas assez bien pour elle. Ce n'est pas vrai. Si, maman. Et maintenant qu'elle a enfin trouvé quelqu'un qui la rend heureuse, qui a un travail stable et qui semble vraiment l'aimer, tu essaies de trouver des raisons de ne pas l'accepter. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon propre fils ne me croyait pas. Jacques, je te le jure. Maman, m'interrompit-il. Je t'aime. Vraiment. Mais peut-être que cette fois, tu devrais prendre du recul. Pour le bien de Jennifer. Pour le bien de l'harmonie familiale. Ne gâche pas la fête de tout le monde avec tes soupçons. Même si Thomas n'est pas parfait, c'est le choix de Jennifer. C'est sa vie. Je restai assise, abasourdie. Mon fils, mon Jacques, il m'avait tourné le dos, lui aussi. Je comprends, dis-je finalement, sentant ma gorge se serrer. Merci pour ta franchise, Jacques. Maman, ne sois pas fâchée. Je veux juste que tout le monde soit heureux. Bien sûr, mon chéri. Je le veux aussi. Je terminai l'appel et restai longtemps en silence, le regard vide. Ma famille, mes enfants, ils ne me voyaient plus comme leur protectrice, leur conseillère, leur soutien. Pour eux, j'étais une entrave, une source de problèmes, une vieille femme paranoïaque. Mais je savais que j'avais raison sur Thomas. Et maintenant que j'avais été écartée du mariage, je pouvais me concentrer sur une seule chose. Trouver des preuves irréfutables de ses manigances. Il restait peu de temps, seulement 10 jours. Mais j'étais déterminée. Le lendemain matin, j'appelai la bibliothèque et pris quelques jours de congé pour raisons familiales. Puis, je pris ma voiture et conduisis 2 heures jusqu'à Paris, au service central d'état civil. Pendant toute la journée, je consultai tous les registres de mariage public disponibles des 10 dernières années, cherchant le nom de Thomas Brun. Rien. Soit il ne s'était jamais marié dans la région, soit il avait utilisé un autre nom. Rentré tard le soir, je décidai de changer de tactique. Si je ne trouvais pas de traces de ces mariages, peut-être pourrais-je trouver d'autres preuves de ces fraudes. Je me souvins que Thomas avait mentionné avoir travaillé à Lille avant de s'installer à Marseille. Je m'assis à mon ordinateur et commençai à chercher des articles de presse lillois avec son nom. Et c'était là. Un petit article dans la section des faits divers locaux. Conseiller financier accusé d'escroquerie. Bien que le nom soit différent, Thomas Boulanger, la photo montrait sans aucun doute Thomas, seulement avec des cheveux plus foncés et sans calvitie naissante. Selon l'article, Thomas Boulanger avait été arrêté pour escroquerie financière. Il avait convaincu plusieurs clients d'investir de l'argent dans des actions inexistantes, puis avait disparu avec l'argent. L'affaire n'était jamais allée au procès car le suspect s'était soustrait à la justice. Je fis une capture d'écran de l'article et continuai mes recherches. Quelques heures plus tard, j'avais un dossier complet de preuves, 2 autres articles sur les escroqueries de Thomas sous des noms différents, des photos de ses précédents mariages, des captures d'écran des plaintes de ses ex-femmes sur les réseaux sociaux. Mais la pièce la plus importante,
je la trouvai par hasard lorsque je décidai de vérifier les archives publiques en ligne, une base de données nationale. C'était là. Un jugement de divorce entre Thomas J. Brun et Rebecca Brun, née Jean, daté de l'année dernière. À côté, un autre, daté de seulement 3 mois plus tôt, le divorce entre Thomas J. Brun et Elisabeth Royer Brun. Ces documents signifiaient que lorsqu'il avait rencontré Jennifer, Thomas était encore marié. Et si je comprenais bien la loi, son divorce d'avec Elisabeth n'était pas encore définitif au moment de ses fiançailles avec ma fille. J'imprimai tous les documents, les mis dans un dossier et les cachai en lieu sûr. Maintenant, j'avais des preuves. Des preuves irréfutables et documentées que Thomas était un escroc en série qui utilisait les femmes pour un gain financier. Mais qu'allais-je faire de ces preuves? Jennifer ne m'écouterait pas. Jacques pensait que j'exagérais. Et il ne restait que 9 jours avant le mariage. Je savais que je n'avais qu'une seule chance d'arrêter ce mariage et de sauver ma fille d'une terrible erreur. Et pour cela, je devrais faire quelque chose que j'avais juré de ne jamais faire. Aller à l'encontre de la volonté de mon propre enfant, même si Jennifer ne me le pardonnerait jamais. Je passai les jours suivants dans une étrange torpeur. Le dossier de preuves sur les manigances de Thomas était posé sur mon bureau, et je n'arrivais pas à décider quoi en faire. Je ne pouvais me défaire du sentiment d'être dans un mauvais rêve où ma propre fille m'avait chassé de son mariage, où un escroc s'apprêtait à ruiner sa vie, et où personne d'autre que moi ne le voyait. Chaque matin, je me réveillais avec une lourdeur dans la poitrine qui m'accompagnait toute la journée. Je fonctionnais en pilote automatique, boire mon thé, aller travailler à la bibliothèque, parler à Marthe du temps qu'il faisait et des nouveautés littéraires. Mais mon esprit était loin. J'essayais d'imaginer à quoi ressemblerait le mariage sans moi. Comment Jennifer remonterait l'allée, sans son père, mort depuis longtemps, ni sa mère, qu'elle avait rejetée. Qui l'accompagnerait? Jacques? Un parent éloigné? Ou Thomas l'attendrait-il simplement à l'autel, comme dans ces cérémonies modernes? Je pensais à la façon dont elle prononcerait ses vœux à un homme qui les avait déjà brisés 2 fois. Comment ils danseraient leur première danse pendant que les invités s'extasieraient sur leur amour? Comment ils couperaient le gâteau pour lequel j'avais payé 800 €? À quel point elle serait heureuse ce jour-là. Vraiment heureuse. Même si ça ne durait pas. Même si ce bonheur était basé sur un mensonge. Et cette pensée me tourmentait le plus. Avais-je le droit de priver ma fille de ce bonheur, même illusoire? Peut-être devrais-je simplement me taire. La laisser vivre avec Thomas pendant 1 an ou 2. Même s'il disparaissait avec l'argent de tante Éléonore. Mais en ce moment, elle était heureuse. Elle était amoureuse. Elle croyait en son avenir avec lui. Et si je me trompais, après tout? Et si Thomas avait vraiment changé? Si son sombre passé était derrière lui et qu'il voulait sincèrement commencer une nouvelle vie avec Jennifer? Les gens changent, n'est-ce pas? Peut-être que, comme l'avait dit Jacques, je voyais simplement ce que je voulais voir parce que je n'avais jamais considéré personne comme digne de ma fille. Mercredi soir, à 7 jours du mariage, je décidai d'appeler tante Éléonore. Pas pour lui parler de Thomas, je n'étais pas encore prête à franchir ce pas décisif, mais simplement pour avoir son avis sur mon futur gendre. Tante Éléonore avait toujours été perspicace et sensée, et j'espérais qu'elle avait remarqué quelque chose qui avait échappé aux yeux aveuglés d'amour de Jennifer. « Amélie, ma chérie !» La voix de tante Éléonore semblait joyeuse malgré son âge. « Quelle belle surprise! Tu appelles pour discuter des détails du mariage? » Pas exactement, tante Élie. J'hésitais. En fait, je voulais te poser des questions sur Thomas. Qu'est-ce que tu penses de lui? Thomas. Sa voix parut surprise. Mais je ne l'ai pas rencontré, ma chérie. Il n'est jamais venu chez moi avec Jennifer. Cela me surprit. Jennifer rendait visite à tante Éléonore au moins 1 fois par mois, parfois plus. Et en 2 ans de relation avec Thomas, elle ne l'avait jamais amené une seule fois rencontrer sa tante, qui, comme il le savait, lui laissait un héritage substantiel. Mais Jennifer ne t'a pas parlé de lui. Oh, bien sûr que si. Il a l'air merveilleux. Brillant, attentionné, avec de grands projets pour l'avenir. Jennifer est si heureuse avec lui. Et toi? Tu ne trouves pas ça étrange qu'il ne t'ait pas encore rendu visite? Vous allez bientôt faire partie de la même famille. Tante Éléonore marqua une pause. Pour être honnête, j'y ai pensé aussi. Mais Jennifer a dit qu'il était très occupé par son travail. Un projet important qui lui prend beaucoup de temps. Et je ne voulais pas lui mettre la pression. Les jeunes sont si indépendants de nos jours. Je comprends, dis-je en essayant de garder une voix neutre. Tu viendras au mariage.
Oh, ma chérie, j'adorerais, mais mon cœur. Le médecin m'a interdit les longs trajets. Mais je leur ai envoyé un chèque très généreux comme cadeau de mariage. Jennifer mérite un beau départ dans sa vie de couple. J'avalais la boule que j'avais dans la gorge. Thomas n'avait même pas pris la peine de faire connaissance avec la femme dont il prévoyait de voler l'argent, et elle, bonne âme, lui avait envoyé un chèque généreux. Après avoir parlé à tante Éléonore, mes doutes ne firent que s'intensifier. D'un côté, le comportement de Thomas confirmait une fois de plus mes soupçons. De l'autre, je n'étais toujours pas sûre d'avoir le droit d'interférer. Après tout, Jennifer était une adulte. Elle avait fait son choix, et peut-être devais-je le respecter, quelles qu'en soient les conséquences. Cette lutte interne se poursuivit jusqu'au lendemain, lorsque, en parcourant mes notes sur Thomas, je tombais sur le nom de Catherine Dubois, son ex-fiancée de Lyon. Et si j'essayais de la retrouver? Et si elle pouvait me dire quelque chose qui m'aiderait à prendre une décision finale? Je me remis à chercher sur Internet, cette fois, avec une approche plus ciblée. Je passais en revue tous les profils de Catherine Dubois sur les réseaux sociaux, mais aucun ne correspondait à la description de la femme sur la photo. J'élargis ma recherche aux réseaux professionnels et aux annuaires de la ville de Lyon. Finalement, je la trouvai. Catherine Dubois, agent immobilier chez Imorone. La photo sur le site de l'entreprise était celle de la même femme blonde de la photo de fiançailles, seulement avec des cheveux plus courts et une expression sérieuse. Sans hésiter, je composai le numéro du bureau indiqué sur le site. Imorone, bonjour. En quoi puis-je vous aider? Répondit une voix féminine agréable. Bonjour. Je voudrais parler à Catherine Dubois, si possible. Catherine est en visite en ce moment. Puis-je savoir à quel sujet vous appelez? Peut-être qu'un autre agent peut vous aider. J'hésitais. Je ne pouvais pas lui dire que je voulais l'interroger sur son ex-fiancé escroc. C'est personnel. Je suis une vieille amie de la famille. Pourriez-vous lui demander de rappeler Amélie Legrand à Valbel? Voici mon numéro. Je lui donnai mon numéro, sans vraiment m'attendre à ce que Catherine rappelle une inconnue d'une autre région. Mais 2 heures plus tard, mon téléphone sonna. Amélie Legrand. La voix à l'autre bout du fil semblait méfiante. Ici Catherine Dubois. Vous m'avez laissé un message. Oui, Catherine. Merci d'avoir rappelé. Je pris une profonde inspiration. Je suis désolée pour cet appel étrange, mais je dois vous demander quelque chose d'important. C'est à propos de Thomas Brun. Il y eut un silence au bout du fil. Puis Catherine parla, sa voix notablement plus froide. Que voulez-vous? Si vous êtes journaliste ou détective privé, j'ai déjà tout dit à la police. Non, non, je ne suis pas journaliste. J'hésitais, ne sachant comment m'expliquer. Ma fille va se marier avec Thomas dans une semaine. Et je pense qu'il est le même genre d'escroc qu'il a été avec vous. Oh mon Dieu! Catherine suffoqua. Encore? Qu'est-ce que vous voulez dire, encore? Écoutez, Madame Legrand, je ne sais pas ce que vous savez, mais Thomas, il n'est pas celui qu'il prétend être. Il utilise les femmes pour leur argent. Je sais, l'interrompit. Du moins, je le soupçonne. Je l'ai entendu dire à un ami qu'il épousait ma fille pour l'héritage de sa tante et qu'il prévoyait de disparaître dès qu'il aurait l'argent. C'est son modus operandi. La voix de Catherine tremblait. Il m'a fait la même chose. Il a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait une famille, des enfants. Et puis, quand j'ai touché l'héritage de ma grand-mère, il a disparu avec l'argent. 130 000 euros. Toutes mes économies et mon héritage. Je fermai les yeux, sentant une vague d'horreur et de colère m'envahir. Je suis tellement désolée, Catherine. La police ne l'a jamais retrouvé, ni l'argent, sourit-elle amèrement. J'ai découvert plus tard que je n'étais ni la première, ni la dernière. Il change de nom, de ville, d'apparence, mais le schéma est toujours le même. Pouvez-vous m'en dire plus? J'essaie de rassembler des preuves pour convaincre ma fille d'annuler le mariage. Bien sûr. Catherine semblait heureuse de parler. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement caritatif. Il s'est présenté comme Thomas Brun, un conseiller financier de Lille qui venait de s'installer à Lyon. Il était charmant, attentionné, généreux. Il m'offrait toujours des fleurs et m'emmenait dans des restaurants chers. Il disait qu'il rêvait de monter sa propre entreprise. 3 mois plus tard, il m'a demandé en mariage. Cela me semblait si familier. Thomas s'était comporté exactement de la même manière avec Jennifer. Puis ma grand-mère est décédée et m'a laissé un héritage.
Pas énorme, mais conséquent. Thomas a immédiatement commencé à parler d'investissement et de notre avenir. Il a suggéré de combiner nos finances pour faciliter la planification du mariage. J'étais tellement amoureuse que j'ai accepté sans poser de questions. Et puis il a disparu avec l'argent, fini-je pour elle. Oui. Il n'est simplement pas rentré un soir. Son téléphone était éteint. Ses affaires avaient disparu de l'appartement. Et le lendemain, j'ai découvert que notre compte joint était vide. Sa voix se brisa. J'étais dévastée. Pas seulement financièrement, mais émotionnellement. Je lui ai fait confiance. Je planifiais notre vie, et il m'a juste utilisée. Catherine, je ne sais pas comment vous exprimer ma gratitude pour cette conversation, dis-je sincèrement. Vous m'avez aidé à prendre une décision. Vous devez arrêter ce mariage, Madame Legrand, dit Catherine avec détermination. Vous ne pouvez pas le laisser ruiner une autre vie. Si vous le souhaitez, je suis prête à parler à votre fille et à tout lui raconter. J'ai peur qu'elle n'écoute pas. Elle m'a même interdit d'assister au mariage. Quoi? Catherine parut choquée. Pourquoi? Thomas l'a convaincue que je gâcherais leur bonheur, que j'étais jalouse, que je critiquais son choix, que je ne serais pas à ma place. C'est sa tactique, dit Catherine. Isoler la victime de sa famille et de ses amis qui pourraient le démasquer. Il m'a fait la même chose, me montant progressivement contre mes parents, disant qu'ils ne comprenaient pas notre amour, qu'ils étaient jaloux. Nous parlâmes pendant environ 1 heure. Catherine me raconta tout ce qu'elle savait sur Thomas, ses habitudes, sa façon de parler, ses tactiques de manipulation. Elle promit même de m'envoyer des copies des rapports de police et de son témoignage, qui pourraient servir de preuves supplémentaires. Quand je raccrochai enfin, je n'avais plus aucun doute. Je ne pouvais pas laisser Thomas ruiner la vie de ma fille comme il avait ruiné celle de Catherine et probablement de nombreuses autres femmes. Je devais agir, même si Jennifer ne me le pardonnerait jamais. Le lendemain, je reçus un email de Catherine avec les documents promis. Une copie du rapport de police, des relevés de son compte bancaire vidé, et même des photos de Thomas qu'il avait si soigneusement supprimées d'Internet. J'imprimai tout et l'ajoutai à mon dossier de preuves. Maintenant, il me fallait un plan. Je ne pouvais pas simplement me présenter au mariage avec un dossier de documents. La sécurité m'empêcherait sans aucun doute d'entrer au domaine. Et même si je parvenais à entrer, comment pourrais-je arrêter la cérémonie? Me lever et déclarer mes objections comme dans les vieux films? Jennifer me détesterait pour le reste de sa vie. Non, il me fallait une approche plus subtile, quelque chose qui me permettrait de présenter les preuves d'une manière qui ne pourrait être ni ignorée ni rejetée comme les fantasmes d'une mère blessée. Je décidai de commencer par établir un plan détaillé. La première étape était de connaître le déroulement exact de la journée du mariage. Heureusement, j'avais moi-même établi ce programme il y a quelques semaines, et j'avais encore des copies de tous les documents. Selon le plan, la cérémonie devait commencer à 16 heures dans la salle principale du domaine. Elle serait suivie d'un cocktail dans le jardin, puis d'un dîner et d'une soirée dansante dans la salle de banquet. Le moment clé, c'était les discours. Traditionnellement, le premier discours est prononcé par le père de la mariée. Mais comme Georges était décédé, Jacques avait endossé ce rôle. Les discours étaient prévus après le premier plat, vers 18h30. C'était ma chance. Si je pouvais me faufiler dans la réception et attendre les discours, je pourrais prendre le micro après Jacques et présenter mes preuves à tous les invités en même temps. Thomas ne pourrait pas l'ignorer ou le dissimuler. Jennifer ne pourrait pas faire comme si elle n'avait pas entendu. Mais comment entrer? Le domaine du Chêne Doré était un club privé avec sécurité et système de laissez-passer. Tous les invités devaient avoir des invitations, qui étaient vérifiées à l'entrée. Et puis je me souvins de Marthe, ma collègue de la bibliothèque. Sa nièce travaillait au domaine comme serveuse. Peut-être pourrait-elle m'aider à entrer en tant que membre du personnel. Le jour même, j'appelai Marthe et lui racontai tout. Thomas, le mariage, le fait que je n'étais pas invitée et que je devais arrêter cette folie. Mon Dieu, Amélie, on dirait le scénario d'une série policière. Halta Marthe après avoir entendu mon histoire. Tu es sûre que ce Thomas est vraiment un escroc? Absolument. J'ai des preuves, Marthe. Des rapports de police, des témoignages de son ex-femme, des articles de journaux. Il a déjà fait ça, plus d'une fois. Marthe resta silencieuse, réfléchissant à ce qu'elle avait entendu. D'accord, je vais parler à Émilie. On verra ce qu'on peut faire. Mais Amélie, tu te rends compte que Jennifer ne te pardonnera peut-être jamais, même si tu as raison sur Thomas? Je sais,
soupirai-je. Mais je préfère qu'elle soit en colère contre moi plutôt qu'elle perde tout ce qu'elle a et se retrouve avec le cœur brisé. Le soir, Marthe rappela avec de bonnes nouvelles. Émilie avait accepté d'aider. Elle pouvait me faire entrer sur le terrain en tant qu'assistante du fleuriste, et ensuite je pourrais me fondre parmi les invités. Elle dit que les gardes de sécurité ne vérifient généralement pas le personnel de près, surtout le jour de l'événement quand tout le monde court dans tous les sens, dit Marthe. Marthe, je ne sais pas comment te remercier. Ne me remercie pas, dit-elle sérieusement. Sois juste sûre de faire ce qu'il faut, et sois prête à en assumer les conséquences. Je passai les 5 jours suivants à préparer Opération Sauver Jennifer, comme j'appelais mon plan en plaisantant. Je passai en revue toutes les preuves plusieurs fois, les organiser et préparer un discours court mais convaincant. J'achetai même un nouveau tailleur sobre, noir avec un chemisier blanc, pour avoir l'air sérieuse et respectable lorsque je démasquerais Thomas devant tous les invités. La veille du mariage, le doute commença à s'insinuer. Étais-je en train de ruiner la vie de ma propre fille? Et si je me trompais, après tout? Si Thomas avait vraiment changé et aimait sincèrement Jennifer? Si mes actions ne faisaient que la déshonorer devant tous ses amis et collègues? Je décidai de faire une dernière tentative pour lui parler. Je ne lui parlerai pas de mes soupçons, elle ne me croirait de toute façon pas. J'essaierai juste de faire la paix avant le grand jour. Jennifer ne répondit pas à mon appel. À la place, je reçus un court message. « Maman, s'il te plaît, respecte mon choix. Je ne veux pas parler pour le moment. On discutera de tout après la lune de miel. » Après la lune de miel. Quand il serait trop tard. Quand elle serait officiellement mariée à un escroc qui prévoyait de voler son héritage. À ce moment-là, ma décision était prise. J'irai à ce mariage. Je ferai tout pour arrêter Thomas. Même si Jennifer me détestait pour le reste de sa vie, je ne le laisserai pas ruiner la sienne. Ce soir-là, je préparai un petit sac avec les choses les plus importantes, le dossier de preuve, mon nouveau tailleur, des chaussures et un minimum de maquillage. Demain, je logerai dans un petit motel près du domaine, je m'y changerai et je retrouverai Émilie à l'entrée de service du club à 16h30, juste au moment où la cérémonie se terminerait et où les invités passeraient au cocktail. Je n'arrivais pas à dormir cette nuit-là, les pensées tourbillonnant dans ma tête. J'imaginais comment j'entrerais dans la salle de banquet, prendrais le micro et dirais à tout le monde la vérité sur Thomas. Comment Jennifer me regarderait, d'abord avec choc et colère, puis peut-être avec compréhension en voyant les preuves. Comment Thomas essaierait de tout nier, mais les faits parleraient d'eux-mêmes. J'espérais que cette histoire aurait une fin heureuse. Que Jennifer me croirait, que le mariage serait annulé, que ma fille éviterait un cœur brisé et un compte en banque vide. Mais même si cela n'arrivait pas, même si tous mes efforts étaient vains, je devais essayer. Parce que c'est ce que font les mères. Elles protègent leurs enfants même quand ils rejettent leur aide, même quand cela leur coûte leur relation avec ses enfants. Avec cette pensée, je m'endormis enfin, prête pour le jour le plus important et peut-être le plus difficile de ma vie. La journée se révéla étonnamment ensoleillée pour une fin de septembre. Le ciel était clair, sans un seul nuage, comme si même la nature avait décidé de se réjouir pour ma fille en ce jour spécial. Je me réveillai tôt, bien avant que le réveil ne sonne. Mon cœur battait la chamade. L'excitation et la peur se mélangeaient en un cocktail amer qui se propageait dans mes veines, faisant trembler mes mains. Aujourd'hui, tout allait se décider. Soit je sauverais Jennifer d'une terrible erreur, soit je la perdrais pour toujours. Ou peut-être les deux. Je me levai, pris une douche et un petit déjeuner lent, essayant de rassembler mes esprits. Puis je mis les dernières choses dans mon sac et montai en voiture. Il y avait environ 1 heure de route jusqu'au domaine, mais je décidai de partir tôt pour pouvoir m'arrêter dans un petit motel à proximité et m'y changer. Le trajet passa vite. J'étais trop absorbé par mes pensées, répétant mon futur discours dans ma tête. Que dirais-je? Comment commencerais-je? Dans quelle mesure devrais-je détailler les combines de Thomas? Serais-je capable de convaincre Jennifer et les invités en quelques minutes? Je me garai au motel des Pins, à 3 kilomètres du domaine. C'était un motel de bord de route typique, avec une peinture écaillée et une enseigne au néon qui devait s'allumer la nuit. Pas l'endroit le plus prestigieux, mais tout ce dont j'avais besoin était une douche et un miroir pour me rafraîchir. La chambre était propre, quoique modeste. J'étalai mon nouveau tailleur, mes chaussures et mon dossier de preuves sur le lit. Puis je sortis mon téléphone et vérifiai mes messages. Il y avait une confirmation d'Émilie, la nièce de Marthe. Tout est prêt. On t'attend à l'entrée de service à 16h30.
La voiture des fleurs arrivera à 16h15. Tu seras avec eux. Le personnel est en noir, donc ta tenue sera parfaite. J'envoyai un rapide merci et regardai l'horloge. 12h30. La cérémonie commencerait dans 3h30. J'avais assez de temps pour me préparer physiquement et mentalement. Je pris une douche, me séchai et coiffai soigneusement mes cheveux, et appliquai un maquillage léger, assez pour avoir l'air présentable mais pas trop. J'enfilai mon nouveau tailleur et me regardai dans le miroir. La femme qui me fixait avait l'air sérieuse et déterminée. Il n'y avait aucune trace de la mer confuse et brisée que j'avais ressentie après l'appel de Thomas. À 15h45, je quittai le motel et me dirigeai vers le domaine. Selon le plan, je devais retrouver la voiture du fleuriste sur un petit parking à proximité, puis rouler avec eux jusqu'à l'entrée de service. La camionnette avec le logo du fleuriste attendait déjà à l'endroit convenu. Le chauffeur, un jeune homme avec des dreadlocks, me jeta un coup d'œil. « C'est vous, Madame Legrand ?» demanda-t-il. « Oui. » Émilie m'a prévenu. « Montez. On part tout de suite. » Je montai dans la camionnette, sentant mon cœur recommencer à battre la chamade. Nous passâmes les grilles principales du domaine, où le garde de sécurité jeta un bref coup d'œil au logo sur le côté de la camionnette et nous laissa passer sans poser de questions. Puis, nous contournâmes le bâtiment principal et nous arrêtâmes à une porte discrète avec une pancarte indiquant « Personnel uniquement ». Émilie nous attendait déjà là. Une jeune femme aux cheveux roux courts et aux taches de rousseur, vêtue d'un uniforme de serveuse noire. « Madame Legrand. » Elle me tendit la main. « Je suis Émilie, la nièce de Marthe. Il faut se dépêcher. La cérémonie est presque terminée. » Je hochai la tête, attrapai mon dossier de preuves et la suivis à l'intérieur du bâtiment. Nous marchâmes dans un couloir étroit, passant devant la cuisine où le travail battait son plein. Les cuisiniers préparaient les plats pour le banquet de mariage. Les serveurs se pressaient avec des plateaux. Les invités se déplacent maintenant vers le jardin pour le cocktail, expliqua Émilie en me guidant à travers les zones de service. Dans 1 heure, ils seront invités dans la salle de banquet pour le dîner. Les discours sont prévus après le premier plat, vers 18h30. Où puis-je me cacher en attendant, demandai-je, me sentant comme dans un film d'espionnage. Dans la salle de repos du personnel. Il n'y a personne en ce moment. Tout le monde est occupé par l'événement. Je viendrai vous chercher quand ce sera le moment. La salle de repos était petite et exiguë, avec un canapé usé, une petite table et quelques casiers. Je m'assis sur le canapé, serrant fermement le dossier de preuves dans mes mains, et j'attendis. Le temps s'étirait insupportablement. J'écoutais les bruits venant de derrière la porte. Des voix, des rires, le cliquetis de la vaisselle. Quelque part là dehors, tout près, ma fille célébrait son jour spécial avec l'homme qui prévoyait de lui briser le cœur et de vider son compte en banque. À 18h, Émilie passa la tête pour m'informer que les invités entraient dans la salle de banquet. Tout se passe comme prévu. La mariée est magnifique. Le marié sourit. Les invités s'amusent. Personne ne se doute de rien. Merci, Émilie. J'essayais de sourire, mais mes lèvres ne m'obéissaient pas. Tu m'es d'une grande aide. De rien. Elle hésita. Tante Marthe m'a dit que ce type est un escroc, qu'il a trompé d'autres femmes. C'est vrai. Malheureusement, oui. Je tapotai le dossier. J'ai toutes les preuves. Alors vous faites ce qu'il faut. Émilie hocha la tête. Je reviens vous chercher quand le premier plat sera servi. Et elle disparut, me laissant de nouveau seule avec mes pensées. À 18h20, Émilie revint et dit que c'était l'heure. Je me levai, redressai les épaules, pris le dossier et la suivis. Nous empruntâmes un couloir différent et nous arrêtâmes à une porte non marquée. C'est l'entrée de la salle de banquet, de l'autre côté de l'entrée principale, expliqua Émilie. D'ici, vous pouvez voir la table d'honneur où sont assis les mariés, mais personne ne vous remarquera jusqu'à ce que vous vous avanciez. Je hochai la tête, sentant ma bouche s'assécher d'excitation. Les discours vont commencer dans quelques minutes, continua Émilie. Le frère de la mariée parlera en premier, suivi du témoin du marié. Après cela, les autres invités portent généralement un toast, et c'est là que vous pouvez sortir et prendre le micro. D'accord. Je pris une profonde inspiration. Merci pour tout, Émilie. Bonne chance, Madame Legrand, dit-elle en me serrant la main pour m'encourager, avant de disparaître dans le couloir. J'ouvris légèrement la porte et jetai un coup d'œil dans la salle de banquet. Elle était immense et élégante,
avec de hauts plafonds et des lustres en cristal. Les tables étaient décorées de compositions florales argentées et blanches que j'avais commandées quelques semaines auparavant. Les invités, environ 150 personnes, étaient assis à des tables rondes, discutant et riant. Et au centre, à la longue table d'honneur, étaient assis Jennifer et Thomas. Mon cœur se serra en voyant ma fille. Elle était magnifique dans sa robe blanche aux épaules dénudées, ses cheveux élégamment coiffés et un sourire radieux sur le visage. Elle avait l'air si heureuse, si amoureuse. Et à côté d'elle était assis Thomas, dans un smoking noir parfaitement ajusté, avec un sourire suffisant sur le visage. L'homme qui allait ruiner sa vie. Je vis Jacques se lever et taper sa fourchette sur son verre, appelant au silence. Les invités se turent progressivement. Tous les yeux se tournèrent vers lui. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix portée par le micro. « Je voudrais porter un toast à ma petite sœur, Jennifer, et à son mari, Thomas. » J'écoutais Jacques parler de leur enfance, de la façon dont il avait protégé sa sœur des brutes à l'école, de sa fierté pour ses réussites. Il raconta quelques histoires amusantes qui firent rire la salle et termina par des vœux sincères de bonheur aux nouveaux mariés. Ensuite, le micro fut pris par le témoin de Thomas, un grand homme avec une calvitie naissante que je n'avais jamais vu auparavant. Son discours fut plus court et consistait principalement en des blagues sur le célibat et sur la façon dont Thomas avait enfin rencontré la femme de ses rêves. S'il avait su à quel point ses paroles étaient ironiques. Quand il eut fini, le maître de cérémonie annonça que le micro était maintenant ouvert au toast des autres invités. C'était mon moment. Je pris une profonde inspiration, serrai plus fort le dossier et sortis de ma cachette avec détermination. Traversant la salle, je m'approchai du maître de cérémonie et lui dis doucement « Je suis la mère de la mariée. Je voudrais porter un toast. » Il parut surpris. On avait dû lui dire que la mère de la mariée ne serait pas là. Mais il me tendit le micro quand même. Je me tournai vers les invités, dont beaucoup avaient l'air perplexes. À la table d'honneur, Jennifer pâlit, ses yeux grands ouverts de choc. Thomas se crispa, son sourire disparut et son regard devint acéré et méfiant. « Bonsoir », commençai-je, en essayant de garder ma voix stable. « Beaucoup d'entre vous me connaissent. Je suis Amélie Legrand, la mère de Jennifer. Certains d'entre vous sont peut-être surpris de me voir ici, car je n'ai pas été invitée au mariage de ma propre fille. » Un murmure de surprise parcourut la salle. Jennifer se redressa, le visage déformé par la colère et l'embarras. Thomas se pencha vers elle, lui chuchotant quelque chose rapidement à l'oreille. « Mais je ne suis pas ici pour faire une scène ou gâcher cette journée, continuai-je. Je suis ici parce que j'aime ma fille plus que tout au monde. Et parce que je ne peux pas rester les bras croisés en sachant que l'homme qu'elle vient d'épouser est un imposteur et un menteur. » Maintenant, les murmures se transformèrent en un grondement d'indignation. Thomas bondit sur ses pieds. « C'est scandaleux !» cria-t-il. « Sécurité, sortez cette femme d'ici. » « Avant que vous ne me sortiez, élevai-je la voix au-dessus du bruit, je veux vous montrer quelque chose. La preuve que Thomas Brun n'est pas celui qu'il prétend être. » J'ouvris le dossier et commençai à montrer les documents imprimés, les tenant au-dessus de ma tête pour que tout le monde puisse les voir. Ce sont des rapports de police sur une escroquerie commise par un certain Thomas Boulanger à Lille, dis-je en brandissant le premier document. Le même homme, juste un nom différent. Voici les actes de ses précédents mariages avec Rebecca Jean et Elisabeth Royer. Des mariages dont Jennifer ne sait rien. Voici les relevés bancaires de ses ex-femmes, qu'il a vidés avant de disparaître. Les invités étaient figés par le choc. Certains commencèrent à sortir leur téléphone et à photographier les documents que je leur montrais. Jennifer était assise comme pétrifiée, le visage plus blanc que sa robe de mariée. « Maman, arrête ça tout de suite !» s'exclama-t-elle enfin en se levant d'un bond. « Tu inventes tout ça. Thomas ne ferait jamais. »« Je n'invente rien, ma chérie, » dis-je calmement, la regardant droit dans les yeux. « Il y a 2 semaines, j'ai surpris Thomas en train de parler à un ami au restaurant du domaine. Il se vantait de ne t'épouser que pour l'héritage de tante Éléonore. Qu'il prévoyait de disparaître dans 1 an ou 2, emportant tout l'argent avec lui. Que tu n'étais qu'une victime de plus pour lui. » Thomas m'arracha le micro des mains. « C'est un mensonge !» cria-t-il, le visage rouge de rage. « Cette femme est mentalement instable. Elle invente tout ça parce qu'elle est jalouse du bonheur de sa fille. Elle a toujours été contre notre mariage. »« Si je mens, dis-je assez fort pour que tout le monde puisse entendre même sans micro, alors pourquoi ne m'as-tu pas invité au mariage? Pourquoi as-tu isolé Jennifer de sa famille?
Pourquoi as-tu évité de rencontrer tante Éléonore alors que tu étais au courant de l'héritage? Jennifer, ne l'écoute pas. Thomas se tourna vers ma fille, la saisissant par les bras. Tu sais que je t'aime, que tout ça n'est qu'un mensonge. Jennifer regardait de moi à Thomas, son visage un tableau d'émotions contradictoires. Colère, confusion, méfiance. Si vous ne me croyez pas, dis-je aux invités, demandez à Catherine Dubois de Lyon, ou à Élisabeth Royer de Marseille, ou à Rebecca Jean de la Creuse. Toutes les femmes dont il a brisé le cœur et vidé les comptes en banque avant Jennifer. Et puis, il se passa quelque chose que je n'attendais pas. Une femme se leva d'une table dans le coin le plus éloigné de la pièce. Une grande blonde dans une élégante robe bleue. « Je suis Catherine Dubois », dit-elle, sa voix claire dans le silence soudain. Et tout ce que Amélie Legrand a dit est vrai. Les invités haltèrent et se tournèrent vers elle. Thomas blêmit, ses yeux se dirigeant vers la sortie comme s'il évaluait ses chances de s'échapper. « Toi » murmura-t-il. « Ce n'est pas possible. »« Si, Thomas, ou quel que soit ton vrai nom, » dit Catherine lentement en s'avançant vers la table d'honneur. « J'ai pris l'avion depuis Lyon dès que Madame Legrand m'a contacté, pour m'assurer que tu ne ruines pas une autre vie. » Elle se tourna vers les invités. « Cet homme m'a trompé il y a 3 ans. Il a gagné ma confiance, m'a demandé en mariage, puis a disparu avec mon héritage. 130 000 euros. La police le recherche toujours. Et je ne suis pas sa seule victime. »« C'est une erreur, » balbutia Thomas en reculant vers la sortie. « Je n'ai jamais rencontré cette femme. Elle doit me confondre avec quelqu'un d'autre. »« Vraiment, Thomas ?» Catherine sortit une photographie de son sac et la brandit pour que tout le monde puisse la voir. « Comment expliques-tu ça ?» La photographie montrait Thomas et Catherine enlacés devant le vieux lion. Thomas avait l'air un peu plus jeune, avec des cheveux plus foncés, mais c'était définitivement lui. Jennifer, qui était restée figée jusqu'alors, s'approcha lentement et prit la photo des mains de Catherine. Elle la fixa longuement, puis regarda Thomas. « C'est vrai ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Tu m'as épousé pour de l'argent. » Thomas semblait acculé. Son regard se promenait entre les invités, dont beaucoup avaient déjà sorti leur téléphone et appelé la police, Jennifer qui tenait toujours la photo, et moi, debout avec mon dossier de preuves. « Jennifer, chérie, c'est un malentendu, commença-t-il. Mais il était trop tard. À ce moment, 2 hommes en costume entrèrent dans la pièce et montrèrent leurs insignes. « Thomas Jacques Brun » demanda l'un d'eux. « Inspecteur Morrison et Clark, police judiciaire de Versailles. Nous avons quelques questions à vous poser concernant des allégations d'escroquerie et d'abandon de famille. » Thomas me lança un dernier regard haineux, puis se retourna et se précipita vers la sortie la plus proche. Mais son chemin fut bloqué par 2 serveurs, dont Émilie. Thomas tenta de se libérer, mais glissa sur le parquet poli et tomba au sol, juste au pied de l'inspecteur Clark. « Vous pouvez ajouter résistance à l'arrestation à la liste des charges, » dit-il sèchement, en aidant son collègue à relever Thomas et à lui passer les menottes. Tandis que Thomas était emmené hors de la salle, le chaos régnait dans la salle de banquet. Les invités se levaient de leur siège, parlant et filmant la scène sur leur téléphone. Certains se précipitèrent vers Jennifer pour la soutenir. D'autres entourèrent Catherine, la bombardant de questions. Je restais là, me sentant étrangement vide. Je l'avais fait. J'avais arrêté le mariage, démasqué Thomas, sauvé ma fille d'une terrible erreur. Mais à quel prix? Jennifer, pâle et tremblante, me regarda de l'autre côté de la pièce, et dans ses yeux, je ne vis pas de la gratitude, mais de la douleur et de l'humiliation. Je m'approchai lentement d'elle, ne sachant que dire, comment la réconforter. Mais avant que je puisse l'atteindre, Jennifer se retourna et sortit rapidement par une porte latérale, accompagnée de ses amis. Jacques, qui était resté là tout ce temps, paralysé, s'approcha enfin de moi. « Maman, » dit-il doucement. « Je ne savais pas. Je pensais que tu étais juste. Ce n'est rien, mon fils. » Je souris avec lassitude. Tu ne pouvais pas savoir. Thomas était très convaincant. Mais comment as-tu tout découvert? Comment as-tu trouvé toutes ces preuves? L'intuition d'une mère, haussai-je les épaules. Et un peu de chance. Je l'ai entendu parler à un ami. Et puis, j'ai juste commencé à creuser. Et vous avez été incroyable, s'approcha Catherine Dubois. Madame Legrand, vous êtes une femme formidable. Toutes les mères ne feraient pas ça pour leurs filles. Merci pour votre aide, Catherine. Sans vous, personne ne m'aurait cru.
Je suis heureuse d'avoir pu aider, hocha-t-elle sérieusement. Et qu'au moins une femme ait échappé au sort qui m'est arrivé, à moi et à d'autres. Progressivement, les invités commencèrent à partir. La fête était irrémédiablement gâchée. Mais étrangement, de nombreuses personnes vinrent me voir pour exprimer leur admiration pour ma détermination et mon courage. Certaines amies de Jennifer dirent qu'elles avaient toujours eu des doutes sur Thomas, mais qu'elles avaient eu peur de dire quoi que ce soit. Quand la salle fut presque vide, je décidai de trouver ma fille. Je devais m'expliquer, essayer de la réconforter, même si je savais qu'elle ne voulait probablement pas me voir pour le moment. Je trouvai Jennifer dans une petite pièce réservée à la mariée, assise sur le canapé, toujours dans sa robe de mariée, le mascara coulant sur ses joues. Ses amis nous avaient discrètement laissés seuls. Jennifer, l'appelai-je doucement. Elle leva les yeux, et je vis tant de douleur dans son regard que mon cœur se serra. « Pourquoi, maman ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Pourquoi l'as-tu fait comme ça, devant tous les invités? Tu aurais pu simplement venir me voir avant, me montrer les preuves. » J'ai essayé, ma chérie, dis-je en m'approchant, mais sans oser m'asseoir à côté d'elle. Tu ne voulais pas m'écouter. Thomas t'avait convaincu que j'étais jalouse de ton bonheur, que je voulais tout gâcher. Il t'a isolée de moi. Ça fait partie de sa tactique. Il a fait la même chose à d'autres femmes. Mais me déshonorer devant tous mes amis et collègues. Des larmes coulèrent de nouveau sur ses joues. Je ne pourrai plus jamais les regarder en face. Je sais que tu as mal et honte en ce moment, dis-je en m'asseyant prudemment à côté d'elle. Et je comprends que tu sois en colère contre moi. Mais Jennifer, si je n'avais pas fait ça aujourd'hui, dans 1 an ou 2, tu aurais perdu non seulement ta réputation, mais tout ton argent, et peut-être bien plus. Elle resta silencieuse, le regard fixé sur le sol. Je pouvais voir ses épaules secouées par des sanglots réprimés. Tu ne me croiras peut-être pas maintenant, continuai-je doucement, mais je l'ai fait par amour. Je ne pouvais pas le laisser t'utiliser comme il a utilisé d'autres femmes, même si cela signifie que tu me détestes. Jennifer releva la tête et me regarda d'un long regard indéchiffrable. Je ne te déteste pas, maman, dit-elle finalement. Je ne sais juste pas ce que je ressens. Tout s'est effondré. Tous mes rêves, mes projets. Je sais, ma chérie. Et j'en suis tellement désolée. Nous restâmes assises en silence, sans dire un mot de plus. À ce moment-là, nous étions liés non seulement par le sang, mais aussi par un chagrin partagé. Le sien, pour ses rêves brisés. Le mien, pour la confiance que j'avais perdue. Épilogue 3 mois ont passé depuis le jour où j'ai ruiné le mariage de ma propre fille. 3 mois de reconstruction progressive et douloureuse de notre relation. Les premières semaines ont été les plus difficiles. Jennifer ne répondait ni à mes appels ni à mes messages. Elle a pris un congé et est partie s'installer chez une amie dans une autre ville pour échapper aux commérages et aux regards compatissants. Jacques est devenu notre médiateur. Il rendait visite à sa sœur, lui parlait de mes inquiétudes et de ce que je ressentais. Il me disait que Jennifer allait bien, aussi bien qu'elle le pouvait, et qu'elle remettait beaucoup de choses en question. Thomas a été arrêté pour plusieurs chefs d'accusation d'escroquerie. La police a découvert qu'il se préparait déjà à disparaître. Il avait loué un appartement dans une autre ville sous un nouveau nom et ouvert plusieurs comptes dans des banques offshore. Sans mon intervention, il aurait disparu avec l'argent de Jennifer et de tante Éléonore en quelques mois, laissant ma fille le cœur brisé et le compte en banque vide. En octobre, Jennifer est revenue à Val-Belle. Elle a trouvé un nouveau travail et un petit appartement de l'autre côté de la ville. Et un soir, elle m'a appelé. « Salut, maman », dit-elle doucement. « Je pense qu'il faut qu'on parle. » Nous nous sommes retrouvés dans un petit café, en terrain neutre. Jennifer avait l'air amaigrie, avec des cernes sous les yeux. Mais en même temps, elle avait une nouvelle dignité, une force que je ne lui avais pas remarquée auparavant. « Je ne suis toujours pas sûre que tu aies bien fait de monter ce spectacle au mariage, » dit-elle en me regardant droit dans les yeux. « Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Et je te suis reconnaissante de m'avoir sauvée de Thomas. » C'était le premier pas vers la réconciliation. Petit, hésitant, mais un pas quand même. Depuis, nous reconstruisons lentement notre relation. Nous nous voyons 1 fois par semaine pour déjeuner ou dîner. Parfois, Jacques se joint à nous. Nous ne parlions pas de Thomas ni du mariage. C'était un sujet tabou. Une blessure qui saignait encore. Mais nous parlions d'autre chose. De son nouveau travail, de mes livres, des films que nous avions vus. À Noël, Jennifer est venue à la maison. Elle a apporté une bûche qu'elle avait faite elle-même.
La première fois qu'elle le faisait depuis de nombreuses années. Jacques, sa famille et moi étions assis autour de la table, mangeant la dinde et faisant comme si tout allait bien. Et à un moment donné, je me suis surprise à penser que c'était vraiment le cas. Pas parfait, pas comme avant, mais normal. Puis, Jennifer m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, un billet d'avion pour Rome. Je sais que tu as toujours voulu aller en Italie, maman, dit-elle en me regardant fixer le billet avec étonnement. Papa me l'avait dit. Et je sais que tu as dépensé toutes tes économies pour mon mariage. Alors ça, c'est mon remerciement. Et mes excuses. Je n'ai pas pu retenir mes larmes en serrant ma fille dans mes bras. À ce moment-là, j'ai su que nous allions nous en sortir. Que notre famille, brisée et imparfaite, survivrait. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Jennifer guérit encore des blessures infligées par la trahison de Thomas. J'apprends encore à être la mère d'une fille adulte, à respecter ses décisions même quand je ne suis pas d'accord avec elle. Jacques essaie toujours d'être le pacificateur entre nous lorsque de vieilles rancœurs refont surface. Mais je sais une chose. Ce jour-là, au domaine du chêne doré, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai protégé ma fille comme je le devais. Et bien que le prix ait été élevé, cela en valait la peine.